Nous sommes dimanche, bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à Débat de presse, le décryptage de l'actualité sur la RTB avec les meilleurs analystes et éditorialistes de la presse au Burkina Faso. C'est chaque dimanche à partir de 11h et c'est en direct, s'il vous plaît. Ce dimanche, 3 sujets convoqués au débat. D'abord, la publication par la CENI de la liste des candidats à la présidentielle de novembre prochain au Burkina Faso. En attendant le regard de la Cour constitutionnelle, 14 candidats sont pour le moment sur le starting block. Et pour les 9 recalés, si certains ont pris leur sort avec fair play, d'autres estiment qu'ils le feront recours devant les juridictions compétentes. Quelle analyse faire de cette actualité? On en parle ce matin. Ce matin également, la libération des otages au Mali, Soumaïla Cissé, Sophie Pétronet et autres otages, et la remise en liberté de plusieurs dizaines de terroristes. Que penser de cette libération et des éventuelles conséquences qu'elles peuvent avoir sur la sous-région? Réponse dans quelques instants. Et dans quelques instants, le troisième sujet de débat, la Guinée avec l'élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain. 12 candidats pour succéder à Alpha Condé, lui-même candidat à sa propre succession. Si tout indique que l'élection se tiendra à bonne date, rien n'est sûr sur la crise post-électorale que le scrutin pourrait avoir. Que penser de cette actualité? On en parle avec Xavier Belemiégré de Radio Burkina. Bonjour Xavier. Bonjour Kindo. Bonjour. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse ce matin, Dieudonné Zungrana, directeur publication de Aujourd'hui au Faso. Bonjour Dieudonné. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Et enfin, Albert Nagrego est directeur de publication de Libre Info, un site d'information en ligne. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. D'ailleurs, on commence avec vous, Albert. La validation de la liste pour la présidentielle de novembre prochain au Burkina. Au départ, on était à 23 dossiers. Et 14 candidatures sont retenues par la CENI au regard de la loi, mais au regard des textes en vigueur. Il y a eu des recalés. La semaine passée, on en a discuté. Des candidats sérieux, des candidats moins sérieux, ceux qui sont venus pour amuser la galerie, etc. Et au total, 9 éliminés. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité? C'est sans grande surprise, hein, parce que quand on voit les 9 qui sont éliminés, c'est ce qu'on avait déjà vu, et même sans être de la CENI ou encore sans être de ce milieu électoral-là, on peut comprendre aisément qu'il y avait des problèmes de pièces, des documents qui manquent à certains dossiers. Moi, j'ai vu par exemple le dossier de Boukari Le Lion où on parle de CNIB et cas d'électeurs qui manquent dans le dossier. C'est quand même, on dira que c'est quand même les pièces qu'on pourrait trouver facilement si on nous disait que c'est la quittance. Et il n'est pas sa première fois de se présenter à l'élection présidentielle. Tout à fait. Mais c'est comme la dernière fois on l'a dit, c'est une période qui arrive, c'est comme un marché, tout le monde vient avec ce qu'on a, on propose au marché également où on achète. Donc, il est venu sans CNIV, sans cas d'électeur. Ça suppose que derrière lui, il y a quelque chose d'autre qu'il avait besoin, peut-être pas forcément la candidature validée, mais encore, et qu'il y a des gens aussi qui sont venus avec sans le parrainage, et puis d'autres également, c'est des problèmes aussi, un peu liés à l'âge ou la quittance, tout ça. Donc, on comprend tout de suite aisément que c'est des candidatures qui ne souffraient pas forcément de débats pour être recalées. Alors, 14 candidats, ça nous ramène sensiblement à ce qu'on a vu en 2015, parce qu'en 2015, on était nettement dans cette fourchette de candidats retenus officiellement pour la campagne. Si je ne m'abuse, je ne sais plus si c'était 15 ou c'était 14 aussi, mais c'était dans l'ordre de 14. Donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel aura le temps de donner son onction à cette liste de 14 candidats ou de valider encore d'autres candidatures. Mais quand on regarde, a priori, je ne vois pas forcément là où ça peut clocher. Si la liste est confirmée au Conseil constitutionnel, on part avec 14. 14 dans lesquels des habitués de la présidentielle, notamment Zéphirin Diabré et Rochma Christian Kaboré, et puis on a Ablassé Ouedraogo également. On pourrait dire que c'est des habitués de la présidentielle pour avoir déjà été candidat plusieurs fois. Et aussi Taïrou Bari, encore on pourrait noter. Il commence à être un habitué. Un habitué, parce que si sa candidature est validée par le Conseil constitutionnel, l'histoire retiendra quand même qu'il a été plusieurs fois candidat au Burkina. Et je crois que ce serait l'occasion de se forger peut-être, d'être élu président ou de se forger également une autre réputation, une carrière encore beaucoup solide dans la classe politique burkinabé. Donc, je pense que c'est sur la bonne voie. 14 candidats, ça suffirait aussi à la presse
pour en tout cas décrypter, analyser le programme de tout un chacun d'ici le 22 novembre. J'apprends déjà que d'autres ont déjà peaufiné, rendu public même leur programme, même si ça tourne encore dans certains milieux. Mais c'est ce qu'on attend le plus. Ils ont fini de dévoiler maintenant le programme pour qu'on puisse commencer à décrypter. Et vous êtes dans le secret des dieux. Oui, Dieudonné, 14 candidats pour la présidentielle. Est-ce que pour vous, ça montre une certaine vitalité de la démocratie au Burkina, ou bien c'est ce qu'on a l'habitude de voir? Bon, vitalité, oui, bon. Je dirais, après le président Mamadou Issoufou, l'alternance, c'est le poumon de la démocratie. Bon, maintenant, la kyrielle de candidats, je ne sais pas, est-ce que souvent c'est bien pour les élections ou c'est pas bien, mais bon, en tout cas, on a effectivement sensiblement le même nombre que la dernière présidentielle. À l'observation, on aura remarqué que c'est le parrainage ou la caution qui ont été vraiment les facteurs limitants à ceux qui ont été recalés. Bon, les 14 admissibles on va encore essorer cette liste avec le juge Kassoum Kambou et ses collègues. Donc, c'est à l'issue de ça qu'on aura vraiment la liste définitive. Mais je pense qu'effectivement, on a à peu près, bon, certains visages qui commencent à être familiers. Bon, on a effectivement Zéphirin Diabré, qui est à son deuxième essai. Et comme je l'ai dit une fois sur ce même plateau, en 2015, bon, pour sa première participation, c'était pas mal réussi, parce qu'il s'était quand même hissé avec, je sais pas, 31%. Bon, on a effectivement Edi Komboro, qui est à son premier essai, et comme je le dis, non-lens, volens, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, et il y aura le match dans le match. Il y aura le match entre Zéphirin et puis Edi, même si les deux sont liés par un accord, au cas où il y aurait un éventuel second tour. Donc d'abord, il y aura ce match-là, parce qu'ils vont à la présidentielle chacun pour gagner. Bon, maintenant, s'il y a un second tour, ils vont se lier contre celui qui est premier. Bon, il y a Ablacé, bon, qui est aussi un habitué, bon, qui part avec les mêmes handicaps. On a aussi Cadré, qui est à son premier essai en tant que présidentiable, qui va peut-être grappiller dans le centre-nord, le nord, et puis un peu Bobo, avec Saléa qui est vraiment, qui est en train de faire un travail là-bas. On a aussi Gilbert, qui va peut-être aussi essayer de faire mouche dans son fief du Yatenga, à Ouagadougou et à Bobo. Bon, mais il y a quand même des candidats sous réserve d'inventaire. On ne peut pas connaître leur assise. Parce que si je prends le professeur Soma, franchement, j'attends de voir sous réserve d'inventaire quelle est sa représentativité. Je ne sais pas. Maître Farama, c'est la même chose. Et le candidat indépendant, Souma, bon, il y a Emeta Sambedo, il y a Aruna Kindo. Bon, il faut que ces messieurs-là, bon, aient pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils représentent sur le terrain. Parce que si les législatives et les municipales, c'est la donne personnelle, parce que la circonscription électorale, c'est la province ou bien la région. La présidentielle, la circonscription, c'est tout le territoire. Donc, en réalité, comme on dit, bon, il faut avoir une envergure nationale. C'est souvent quand on dit aux gens, les gens disent non, je suis dans tel fief, dans tel... Mais on ne peut pas être président et puis être élu par une seule province, puisqu'il faut quand même ça. Maintenant, bon, quant au président sortant, bon, je l'ai dit ici, c'est vrai qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. On cesse de le répéter. Quand on regarde l'environnement macro-électoral, bon, il part quand même avec quelques avantages. Quoi qu'on dise, un président sortant a toujours la prime au sortant. C'est vrai qu'il y a le lourd fardeau sécuritaire, il y a eu les frondes sociales, il y a eu les affaires de certains de ses proches, mais il part avec la prime au sortant, même si cette fois-ci, la présence du CDP dans le match et cette kyrielle, cette foultitude de candidats-là, vraiment peut jouer un peu.
bon, on aura le temps de parler parce que bon, les gens, c'est sûr que les gens, c'est le premier ou le second tour, c'est ça qui est. Donc, il part avec quand même, c'est un peu plus compliqué que 2015. Oui, Xavier. Alors, moi je voudrais peut-être qu'on s'arrête beaucoup sur les éléments qui ont conduit à la validation de ces dossiers ou au retrait de certains dossiers, parce que c'est assez important. Ils l'ont effleuré un peu, c'est la caution et voilà, les parrainages. Alors, ça a été critiqué et cette liste, je pense que on peut revenir, hein, parce qu'il y a eu des gens qui ont promis de formuler déjà des recours. Je veux parler de ceux qui ont été recalés. Alors, sur la question de la caution, c'est vrai que, bon, c'est la loi qui l'institue, mais quand on regarde un peu les observations, ce que les gens disent de gauche à droite, on a l'impression que on a mis la caution pour, à la limite, éliminer les pauvres candidats. Alors que, dans le fond, un présidentiable au Burkina, de mon point de vue, hein, on devrait aller au-delà de cette caution, même si il faut que c'est un minimum. Comme en Côte d'Ivoire, 200 millions. Non, pas forcément trop. Je vais dire que c'est encore élevé pour... c'est élevé, de mon point de vue. Il faudrait revenir peut-être... Oui, parce que aujourd'hui, quand vous regardez un peu l'environnement, hein, ceux qui peuvent diriger le Burkina Faso, ils ne sont pas... Ce n'est pas l'aspect financier qu'on peut vraiment mettre comme une barrière pour pouvoir éliminer certains candidats. C'est là où je veux... il y a des candidats qui ont dit que c'est leurs enfants qui ont donné les 25 millions. Donc ça veut dire qu'un candidat doit pouvoir avoir quand même une base. Oui, mais dans le fond, est-ce que avoir 25 millions peut être un critère objectif pour être présidentiable? Moi... C'est pas un examen, c'est un concours. Si c'est un examen pour passer, peut-être Fousseni Kindo pouvait venir. Je ne dis pas que j'ai 25 millions, mais si on ouvre, je peux venir. Voilà. Voilà. Oui, mais moi, ici, c'est vraiment pour chercher le premier des Burkinabés. Oui, mais je pense que peut-être la question des moyens aussi ne devrait pas être un handicap pour certains pour pouvoir déposer leur dossier. De mon point de vue. Et il faut peut-être mettre l'accent, par exemple, sur le programme du candidat. Ça ne figure pas, par exemple, sur le code électoral. Ça ne figure pas, par exemple, sur le dossier à déposer pour être présidentiable. Alors que c'est un élément quand même important. Il faut que le Burkinabé chasse, même si c'est en miniature, et voilà, celui qui va nous diriger à un programme en miniature. Pour moi, c'est intéressant. Et sur la question des parrainages aussi, ça a été critiqué. Bon, c'est vrai que pour les partis politiques, le problème ne se pose pas, mais au niveau des candidatures indépendantes, il y a un problème. Vous ne pouvez pas, comment on appelle, décider juste après 2015 d'être candidat. On vous demande d'avoir des parrains politiques alors que vous êtes indépendant. Et si vous voulez être rigoureux dans votre indépendance, vous ne voulez pas cette façon de gouverner avec cette classe politique ou ces conseillers-là. Vous voulez des gens pour vous parrainer, on dit non, il faut des conseillers et des députés. C'est une limite objective quand même à certaines candidatures indépendantes. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais moi je ne suis pas... Peut-être qu'il faut relire. Dieudonné va réagir et ensuite Albert. Oui, ces élections. Dieudonné, pour vous, est-ce que cette validation pose effectivement des questions, notamment sur le parrainage et les questions de caution? Est-ce qu'il y a le mérite de poser le débat? Oui, et je pense que la semaine passée, on a passé près de 30 minutes sur ça, sur l'histoire de caution et de parrainage. Et moi, ma position n'a pas varié d'un iota. Hein. Je pense que quand même, bon, je comprends un peu Xavier. Hein. C'est vrai que, bon, comme on dit, il ne faut pas être un richissime candidat. Mais je dis, moi j'ai la faiblesse de croire que si vous n'avez pas 25 millions, vraiment pour poser comme caution, et vous voulez être président du Faso, je trouve d'abord que c'est quand même un peu difficile. Parce que vous allez battre campagne comment? Parce qu'une campagne présidentielle, ça coûte cher. Parce que rien que les 13 régions. Parce que vous savez que quand vous êtes candidat, vous devez parcourir pour faire la pêche aux voix. Bon, il faut mettre de l'essence pour vous déplacer. Je finis. Il faut nourrir votre suite. Et on est en Afrique, comme je dis, quand vous arrivez, vous finissez un meeting, vous retournez à votre pied-à-terre, vous avez des militants qui viennent pour leur doléance. Pas
pas forcément pécuniaires, mais il y a des doléances qui sont liées à ça. Il faut dégoupiller ça, mais il y a tel problème. Et j'imagine mal quelqu'un quand même qui est un impécunieux, qui n'a rien, qui puisse vraiment, donc même la campagne, donc je crois que quand même c'est raisonnable, c'est une clause qu'on a mis quand même pour dire, bon, si quand même vous voulez être président du Faso, voilà le minimum. Maintenant, effectivement, pour les parrainages, c'est vrai que ça pose problème pour les indépendants. Mais on est au début. Vous savez que les candidatures indépendantes, on est quand même au début au Burkina. Ce n'est pas une tradition. Au fur et à mesure, peut-être, on va affiner la loi. Mais quant au niveau de la caution, là, moi, personnellement, je pense que... Mais même, regardez, même avec ça, il y en a qui viennent pour s'amuser. Ils n'ont pas de caution, ils n'ont rien. Ils viennent seulement pour... Ils viennent pour se faire... Donc, je crois quand même que l'impérium, là, ce qu'on appelle l'impérium, le mandat suprême là, bon, c'est pas quand même pour s'amuser. Un président, bon, quand même d'une république, c'est le pouvoir suprême, comme on dit. Bon, si quand même on doit permettre, bon, la dernière fois on avait Yassine qui disait non, qu'on doit permettre à tout le monde, bon, de venir. Oui, ça c'est l'idéal, mais ne tombons pas, comme je dis, bon, dans un angélisme qui est irréaliste, parce que si vous ne pouvez pas vraiment avoir 25 millions et vous voulez être président du Faso, pour moi, vous n'avez pas votre place. Il faut, comme je dis, que ça soit à Ouagadougou ou ailleurs, qui paie le plus finit toujours par commander, par gagner. Et c'est une loi qui est là, même dans les démocraties traditionnelles. Quoique l'ASE, LCE, l'autorité supérieure de contrôle d'État invite les candidats à la présidentielle. C'est la provenance des 25 millions. Voilà, de pouvoir justifier la provenance des 25 millions. Oui, les 25 millions ne me posent pas de problème. Moi, je dirais même qu'il faut imposer ça aussi à ceux qui veulent être maires. Parce que surtout au niveau de la base, ils sont là pour le développement local. C'est vrai que ce n'est pas l'argent de leur poche. C'est vrai que ce n'est pas l'argent de leur poche qu'il faut prendre pour développer la commune. Mais on doit se dire que celui qui est maire, c'est du bénévolat quand même. Il faut qu'il y ait un minimum aussi pour... Moi, il faut imposer ça aussi à ceux qui veulent être maire. Bon, pour le débat sur les 25 millions de caution, ma position est déjà connue depuis longtemps. Pour moi, même s'il faut, il faut même aller au-delà, plus même que les 25 millions. Parce qu'il ne faut pas jouer. On va être président. Tant qu'on ne respecte pas ces formules, on va toujours bafouer l'autorité de l'État, tout ça là. Il faut qu'on sente que ceux qui prétendent à être président ont la carrure. Ils ont certaine solidité. C'est-à-dire au niveau relationnel. Un bon carnet d'adresse, un réseautage qui est solide. Il faut qu'il soit financièrement aussi assis. Et puis en plus de caution d'ailleurs, ce n'est pas des gens qui enlèvent l'argent de leur poche. Hein. Souvent il y a des gens, c'est des amis qui leur disent mais je te paye ta caution pour que tu sois candidat si tu veux bien. Ou il y a d'autres qui te disent que bon, si tu as envie d'être candidat, moi je peux te donner 5 millions, d'autres donnent 10 millions. Vous pensez que quelqu'un va aller enlever ces 25 millions dans son compte en banque là-bas pour venir déposer? Généralement c'est des amis qui donnent, généralement c'est d'autres qui cotisent, c'est de l'argent qu'on prête d'ailleurs au candidat, il va y déposer, si c'est retenu, il va prendre peut-être ce que l'État donne comme subvention. C'est une caution bancaire, tu n'as pas besoin d'amener l'argent liquide. C'est une caution bancaire, comme si vous voulez exécuter un marché, on vous demande une caution bancaire. Donc en Côte d'Ivoire, par exemple, vous amenez une banque, la caution de la banque. Un numéro de compte, où on peut regarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on valide ces candidatures, moi je vais revenir par exemple sur un des candidats favoris de ces élections, c'est le cas de l'UPC avec Zéphirin Diabré. On a vu que depuis le dépôt de la liste de députés, il y a eu quand même une saignée au niveau du parti. Bon, même si le parti tente de ne pas reconnaître que c'est quand même important, c'est un favori à la présidentielle. Donc aujourd'hui, moi je me dis qu'on ne peut pas ne pas évoquer le cas. Comment on perçoit cette affaire, cette émission au niveau de l'UPC? Est-ce que c'est une force qui montre que le parti s'est rajeuni pour mieux aller aux élections, ou bien c'est une chose qui fragilise encore le parti? Et nous, on l'avait déjà dit sur ce plateau que le dépôt de ces listes législatives-là allait dénoter davantage, montrer davantage la préparation de ces différents candidats-là aux élections présidentielles. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui arrive, mais au-delà de ça, parce que j'ai rebondi sur ça, parce que Dieudonné parlait des élections, les chances également pour remporter cela, parce qu'il disait que le président sortant au moins une prime, la prime de sortant. Donc aujourd'hui, moi je me dis qu'il faut que les candidats arrivent à nous montrer véritablement le sérieux qu'ils sont en train de mettre pour aller aux élections présidentielles. Parce qu'on est le 10 aujourd'hui, si je le mets, le 11.
si je ne me trompe pas. Donc on est pratiquement à 20 jours de l'ouverture de la campagne et on ne voit pas véritablement les équipes mises en place par les différents candidats là pour véritablement aller sur le terrain. Qui commence demain pourra nous dire... oui, mais même tout ça, ça veut dire qu'on ne sent pas encore suffisamment de préparation. On n'est pas encore dans l'étape d'une présidentielle. On a envie de sentir plus que ça parce que ça ne nous montre pas une présidentielle qui augure déjà un niveau aussi élevé que 2015. Alors que cette année, on devrait sentir une préparation, un dynamisme plus que les élections de 2015. Oui, Xavier a souhaité réagir. Oui, je voulais revenir un peu sur la caution pour mieux m'expliquer parce que on a pris l'exemple des pays de la sous-région qui ont fixé un montant, voilà, la Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi des pays où il n'y a pas de montant. Hein? Par exemple, en France ou aux États-Unis, il n'y a pas de caution à payer. Moi, je pense que, est-ce que le montant qu'on fixe, est-ce qu'on lit ça à la carrure d'un présidentiable ou c'est le trésor public qui a besoin forcément de ces 25 millions? Sinon, il a dit, pour battre la campagne, je vais terminer, pour battre la campagne, il faut, c'est pas 25, avec 25 millions, vous ne pouvez rien faire. C'est une réalité. Mais la symbolique des 25 millions est une limite objective à certains candidats qui ont du potentiel et qui ne peuvent pas avoir ces 25 millions pour déposer comme caution. Parce que la campagne, ça c'est un autre aspect. Mais déposer 25 millions, parce que pour se faire restituer, on demande par exemple d'avoir un score de 10% des électeurs. Par exemple, pour se faire rembourser. Pour moi, je me dis qu'on pouvait revenir sur ces 25 millions-là pour permettre à certains qui n'en ont pas et qui voudront peut-être investir leur argent dans la campagne. Parce que pour moi, les 25 millions, la symbolique des 25 millions-là, pour moi, ce n'est pas le trésor public qui a besoin de l'argent. Je ne vois pas en quoi il faut mettre ça pour éliminer certaines personnes. D'autant plus que les gens veulent investir les moyens pour battre leur campagne. C'est ce que je voulais dire. Oui, pour terminer sur ce sujet. Pour ce sujet, bon, en France, je ne sais pas, bon... Vous avez donné l'exemple de la France et puis des États-Unis. Mais pour les États-Unis, c'est un mauvais exemple parce que c'est vrai que même si là-bas, il n'y a pas de caution, mais il y a la capacité du candidat à lever les fonds. Si aujourd'hui, je l'ai dit la semaine passée, en fait, aujourd'hui, la Maison Blanche est à vendre. Et c'est pour ça Donald Trump, il a payé. Donald Trump a payé la Maison Blanche de sa poche. Et il s'y est installé. C'est pour ça que vous voyez comment il se comporte. Il s'en fout parce que la Maison Blanche était à vendre. Il a fait fi de la cotisation, de la quote-part des autres, du Parti républicain et de sa cassette personnelle. Il a payé la Maison Blanche. Il s'y est installé. Donc là-bas, pour les États-Unis, c'est un mauvais exemple. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas de caution. Mais on regarde ce qui est derrière. Si vous voyez aujourd'hui, il y a quand même le fantôme de Kadhafi qui poursuit actuellement Sarkozy parce qu'il aurait pris de l'argent chez le leader. Mais il n'y a pas de caution, mais on regarde quand même la carrière du candidat. Si on voit que vraiment vous êtes... Il n'y a pas de caution, mais souvent, on regarde quand même, est-ce que le candidat, oui, un impécule. Et encore qu'on oublie quelque chose. Là-bas, les gens cotisent. Les militants cotisent. Donc, et rien que par les militants, si on dit c'est notre candidat, et on voit que vraiment vous pouvez remporter la présidentielle, les candidats même vont mettre la main dans la poche et puis cracher au bassinet. Vous allez avoir les 25 millions. Mais ici, c'est de dire que un parti, c'est le président du parti. Quand on enlève le président, le parti est mort. C'est-à-dire qu'un parti est toujours lié à son leader, à son créateur. Le jour où il n'est pas là, le parti, parce que c'est quoi? Parce que c'est le créateur qui, de sa poche, a bâti le parti. Les militants ne cotisent pas ici. Donc la question de 25 millions, là, c'est taillé. Donc c'est pour dire non. Mais on a, non, comme l'a dit Fousseni, c'est quand même on demande quand même, si on ne met pas ces critères-là, ça veut dire n'importe qui, je me lève et je vais déposer mon dossier. Donc, est-ce que si on ne fait pas ce tamis-là, vous vous rendez compte, est-ce qu'on pourra même s'en sortir? C'est-à-dire que la CENI ne pourra même pas examiner, supposons qu'on ait 25 000 candidats. Une présidentielle en 20. La CENI va mettre combien de jours? Donc, je pense quand même que c'est... On aura l'occasion de revenir certainement dans d'autres débats sur ces questions de parrainage, mais aussi de caution. Xavier,
Deuxième sujet de débat ce matin, la libération des otages au Mali, notamment Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition politique au Mali, Sophie Petronet, une humanitaire et autres otages, mais aussi la remise en liberté de plusieurs dizaines de terroristes. Qu'est-ce que cette actualité vous inspire? Oui, d'abord il faut peut-être rappeler que c'est sous l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, à l'époque, qu'il avait commencé déjà les tractations pour sa libération. Soumaïla Cissé, je vais dire. Ibrahim Boubacar Keïta, selon les informations qu'on a eues, a aussi essayé, en demandant, en plus de la libération de Soumaïla Cissé, celle de Sophie Petronet. Bon, ça a plus ou moins coincé parce que c'est ce qu'on ne dit pas. Il y avait une rançon qui était demandée par les terroristes. Et en Suisse, il y avait aussi la libération des prisonniers terroristes, des djihadistes qui étaient détenus donc, par l'armée malienne, si on peut le dire ainsi. Et c'est ce qui a fait que ça a coincé jusqu'à presque 6 mois de détention. Bon, alors d'abord, je pense que cette libération, c'est... on va dire, on voit ça de mauvais oeil pour les nouvelles autorités de la transition malienne. Maintenant, le côté revers de la médaille, c'est ce qu'on a échangé. On voit ça d'un mauvais oeil. Est-ce que c'est au Mali ou pas? Parce que quand on regarde ces nouvelles autorités issues du coup d'État, quand même sont plébiscitées. Il y a comme une sorte d'onction populaire qui... Oui, peut-être je ne me suis pas fait comprendre. En fait, je veux dire que on met ça aussi à l'actif des nouvelles autorités de la transition parce qu'ils ont continué la médiation. Voilà, ils ont continué la médiation après le départ de IBK pour qu'on aboutisse un peu à cette libération. Maintenant, l'autre revers de la médaille, je disais, c'est les prisonniers qu'on a libérés. Les djihadistes, je veux dire, parce qu'il y avait quand même des poids lourds dedans, des criminels nés qui étaient parmi ces terroristes qu'on a libérés. Bon, on se demande finalement qu'est-ce qu'on fait de ces prisonniers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire après donc cette libération. C'est vraiment le nœud gordien et la préoccupation fondamentale est à ce niveau des gens qui tuaient, voilà. Certains étaient impliqués dans des attentats dans la sous-région, notamment au Burkina, au Niger et en Côte d'Ivoire, par exemple. Voilà. Et peut-être que l'inquiétude aussi peut se poser dans ces pays voisins. Oui, Dieudonné, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Entre la joie de Soumaïla Cissé et ses partisans, la famille de Sophie Petronet et autres otages, il y a aussi des inquiétudes qu'il ne faut pas quand même ignorer. Oui, bon, c'est quelle lecture on peut faire de ces échanges de marchandises-là, si je peux appeler ainsi, de ce troc-là. Parce qu'il y a eu 206 terroristes qu'on a échangés contre 4 otages, Soumaïla Cissé, Petronet et puis les 2 Italiens. Bon, c'est vrai que vu comme ça, c'est bien parce que quand même, c'est une affaire malo-malienne. Comme la même Sériné, le porte-parole de l'Élysée, c'est les Maliens qui ont conduit ça de bout en bout. Bon, la France officielle n'y était pas, mais on sait que la France officieuse y était. Maintenant, on a moult questions. Hein. Qui a conduit, quel est le fil rouge entre justement le Premier ministre Boubou Cissé et le gars du Moujao Atayer et l'imam Chafi, parce que son nom est revenu, l'imam Chafi, et puis même le député de Kidal, la Ag Bibi, et jusqu'au caïd du GSIM qui est dans les contreforts de choses là, des Ifora, c'est-à-dire Agali. Quel est le fil rouge qui relie tout ceci là? C'est-à-dire, ça c'est des questions. Qui a payé la rançon de 10 millions d'euros? Parce que cette rançon-là revient. Est-ce que c'est les Italiens? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est les Maliens? Selon nos informations, il semble qu'il y a une partie qui a été donnée par les Maliens, une partie par les Français et une partie par les Italiens. Bon, oui, donc vous voyez que, bon, quand l'affaire va un peu se tasser, on en saura un peu plus. Mais manifestement, je pense que c'est une continuité de ce qu'avait entamé IBK. Parce que IBK avait pris langue avec
Gali via Koufa. Justement, il semble que chez Ibeka aussi, il y avait une ligne rouge à ne pas dépasser. Mais je pense que manifestement, la junte a franchi le Rubicon, la junte a franchi cette ligne rouge. C'est vrai qu'aujourd'hui, une des leçons aussi, c'est que cette junte va en tirer les dividendes politiques. Aujourd'hui, elle est ragaillardie parce qu'elle est parvenue à faire cette libération spectacle. Ça, c'est une des leçons aussi. Mais en même temps aussi, les forces armées maliennes et même de la sous-région et Barkhane, et ces forces-là sont sur les dents aujourd'hui. Ils fulminent parce que c'est quand même des terroristes qu'on avait alpagués, qu'on libère, que ces gars-là avaient crapaillouté dur pour attraper, qu'on libère. Si on prend le gars comme le Oul Baba Oul Sheikh, qui est vraiment le cerveau des attaques de l'hôtel Radisson Blu en 2015 et du Capuchino en 2016, le Baba Oul Sheikh là, c'est un des cerveaux. Et il semble que si il y a eu ces micmacs-là pour ces libérations, c'est que les Américains et certains pays étaient réservés sur la libération de ce gars-là, qui est quand même un des cerveaux. Mais finalement, bon, le verrou a sauté, il a été libéré. C'est cher payé. Et naturellement, quand même, des pays comme le Burkina, le Niger, bon, ils sont un peu inquiets parce qu'avec 200 terroristes encore qu'on est allé laisser à Thessalite dans la nature comme ça, des gens qui ne vivent que de ça, parce que ces terroristes-là, ils vivent de guerre, de rapine, de rapt, puisqu'ils enlèvent des gens et qu'ils monnaient. Donc, ces gars, ils vivent, c'est le commerce, c'est leur fonds de commerce. Est-ce que, en même temps aussi, c'est pas cher payé? Et moi, bon, personnellement, je me console en me disant que, bon, et Soumaïla, si c'est vrai qu'on est content que Petronas ait retrouvé sa famille, bon, ses fils, ses petits-enfants, et que Soumaïla soit libre. Mais moi, je me console en disant que j'espère qu'en 2022, dans 18 mois, bon, Soumaïla Cissé, pour son dernier barreau d'honneur, j'espère qu'il va se planter, j'espère qu'il va pouvoir monter sur la colline de Koulouba, pour que vraiment ce qu'on a payé là, ce sacrifice-là ne soit pas vain. Il a 71 ans, dans 2 ans, c'est vraiment son dernier combat. Il faut qu'il gagne ça pour que quand même ce sacrifice-là ne soit pas vain, quoi. Oui, Albert, cette libération pose quand même un certain nombre de problèmes, au-delà peut-être de la joie et de la satisfaction qu'on peut avoir sur les points de négociation. Est-ce que c'est votre avis également? Non, moi je suis plutôt étonné que les gens s'attaquent beaucoup plus à cette libération parce que c'est une pratique désormais au Mali. ATT l'avait fait avec l'otage français Pierre Kamak. Et Nicolas Sarkozy s'était déplacé à Bamako tard dans la nuit même pour féliciter ATT. C'était contre 4 djihadistes d'ailleurs. En 2015 et en 2014, Dieudonné se souvient avec le français Pierre Lazarvic, c'était également contre 4 terroristes. Mais il faut rappeler qu'en 2010, même Alger et puis Nouakchott s'étaient énervés contre Bamako parce qu'ils se disaient que c'est pas normal qu'ils libèrent les terroristes contre l'otage français. Et je pense qu'à l'époque, ils avaient même menacé de rappeler leur ambassadeur en 2010 avec ATT. Donc en 2014, la même pratique a eu lieu avec Pierre Lazarvic et puis on va dire contre 4 terroristes qui étaient également réputé aussi parce qu'il y avait Ouadoussen parmi les 4 terroristes qui avait été vu comme lui qui avait kidnappé d'ailleurs l'otage français. En 2019, Ibeka l'a déjà fait aussi. Il avait libéré 18 terroristes pour sauver la peau d'un préfet et puis un journaliste. Et vous vous rappelez Issa Katamboura. Donc cette fois-ci, c'est Mbadao qui vient tout juste prendre pouvoir et également il fait cet échange. Mais il faut accepter que c'était déjà fait sous Ibeka. C'était bien avancé parce que on cite parmi les négociateurs, le président de la comité du cellule de crise, l'ancien premier ministre malien Maïga, qui avait d'ailleurs créé le comité de bons offices, oui, qui avait créé le comité de bons offices qui était piloté par Mahmoud Diko, l'imam Mahmoud Diko. Donc aujourd'hui, au Mali, on peut dire que c'est devenu une pratique, la libération des terroristes contre certaines personnes. Et il y a un ancien ministre de la Justice qui n'a pas, à son temps, il n'a pas manqué de le dire, il dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a par exemple 38 militaires maliens avec des préfets qui sont entre les terroristes. Ils nous disent que bon, vous libérez des terroristes, on vous libère les 38 militaires et les préfets. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On libère les militaires, on ne le fait pas. Nous, on parle aujourd'hui parce que c'est loin. Rémi Dindjounou l'a dit en 2019 qu'il y a 700 terroristes dans la prison de haute sécurité au Burkina. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si on dit par exemple que pour libérer le docteur Elliott, il faut donner peut-être 100 terroristes ou 50 terroristes, vous pensez que le Burkina peut-être va hésiter de le faire?
Non, en fait, le problème qui est là, c'est quoi? Plus on est loin, on prend la chose de façon exceptionnelle. Et quand TV5 a posé la question à Soumaïla Cissé, vous avez vu comment il a répondu. Il a dit, mais ça se passe en Iran aujourd'hui, ça se passe en Afghanistan, la libération. Vous voulez qu'on retourne là-bas et puis on garde les terroristes en prison? Oui. Donc moi, je pense que le problème, c'est pas la libération des terroristes là, parce que les gens ont peur que qu'est-ce qu'ils vont devenir ces terroristes dans le désert, est-ce qu'ils vont pas s'attaquer à nous désormais, tout ça. Le vrai problème, c'est comment on fait pour ne pas encore avoir des gens dans le désert. Parce qu'au début, les terroristes, c'était leur cible, les expatriés, parce qu'ils savent que ça marchait très bien. Vous avez un expatrié, vous avez des millions d'euros que vous gagnez. Et aujourd'hui, ils ont vu que cela, les gens prennent leur réticence vis-à-vis du désert. Personne ne veut aller forcément dans le Sahara. La France se réjouit aujourd'hui que c'est le dernier la prise d'otage dont se rendent coupables ces prisonniers. Ils se sont rendus coupables aussi d'être impliqués dans des attaques, dans des attentats. Mais justement, c'est le danger. Aujourd'hui, si vous avez 700 terroristes dans la prison de haute sécurité et vous les gardez, il faut s'attendre à un jour que si ça arrive, ils vont poser la condition. C'est comme dans le pays où la dictature règne. C'est-à-dire le dictateur, il attrape les hommes politiques, il met en prison. Quand ça chauffe, on met la pression, il te dit, bon, on libère votre leader politique, mais à condition que vous ne parlez plus. Donc c'est des marches, c'est des gens souvent qui servent des échanges, qui servent des échanges, qui sont là. La monnaie d'échange. Ah oui, si vous les avez, c'est que ça va forcément arriver un jour. Il faut travailler peut-être à ne pas arriver, sinon on n'y peut rien. Et moi je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut faire, c'est que dans cette situation-là, c'est de voir, est-ce qu'on fait comme certains pays qui refusent de libérer leurs otages? Ou bien on va accepter de libérer les otages. Parce que les dernières années nous ont montré que tous les pays qui forcent à libérer les otages, c'est souvent l'Espagne, c'est l'Italie, c'est la France. Mais il y a d'autres pays qui ne libèrent pas les otages. C'est-à-dire que vous, on vous a pris, vous êtes parmi les terroristes, c'est la même chose. Ce qui arrivera, arrive. Donc, posons la question et le débat clairement. Est-ce qu'on va continuer de libérer? Est-ce que dès que vous êtes pris comme otage, il faut peut-être changer de paradigme. Ah oui, si vous continuez à libérer, il y a toujours une rançon que vous payez en bas et que vous refusez de dire que vous payez. Et j'ai eu l'occasion de causer avec quelqu'un qui a participé plusieurs fois à des libérations d'otages sous Blaise Compaoré. Il dit, mais jamais on ne peut libérer un otage à moins de 3 millions d'euros. Et le gars, il vous dit que vous arrivez, le marché est conclu, vous prenez votre avion, vous arrivez dans le Sahel, vous voulez libérer l'otage, on vous pose une nouvelle condition, vous êtes obligé de rester là-bas 2 nuits, 3 nuits pour négocier encore, parce qu'on vous impose de libérer quelqu'un peut-être qui est en Europe ou dans un autre pays qui est emprisonné. Vous allez finir et vous n'êtes pas au courant. Ah oui, puisque le marché il est conclu au départ. Le marché il est conclu au départ. Puisque le principe c'est quoi? Ils vous disent que quand ils prennent, ils ont 3 choix. Soit on vous dit de passer par les négociateurs de Niger, ou on vous dit de passer par les négociateurs du Burkina ou du Mali. Si vous choisissez les négociateurs qu'ils ont ordonnés, quand le marché est conclu, vous prenez tout ce qu'il faut pour leur remettre, arriver sur place, ils changent de position, soit vous venez dans le point B, où on vous dit sur place que non, on a quelqu'un qui est emprisonné dans tel pays, il faut forcément le libérer avant qu'on libère l'otage. Et c'est encore des nouvelles négociations qui partent à zéro. On a vu le cas de Soumaïla Cissé, il a été libéré depuis le 6, mais il est arrivé à Bamako. Donc les enchères. Ah oui. Donc, à la seule différence, Albert, que les jadis, on avait quand même un Blaise Compaoré qui était quand même l'icône de cette... Parce que lui, quand il rentre dans une médiation, il a tous les leviers. On le veut ou non, avec le recul, il avait tous les leviers. Il avait la force physique parce que il pouvait sévir aussi. Il avait ses relais avec ces terroristes qui venaient ici. Il avait de quoi négocier. Donc, il avait Chafi. Chafi quand même son nom même est revenu ici parce que je l'ai dit. Je suis d'accord. C'est ça que je dis. Oui, c'est ça que je dis. Mais j'en viens. Vous prêchez à un converti, monsieur. Moi, il y a 1 an de cela, j'ai dit, tôt ou tard, on va être dans les négociations. J'ai dit ça ici. J'ai passé pendant 6 mois à sériner cette chanson-là. Et quand je prononçais le nom de Chafi, l'animateur de l'époque, Sayon, nous arrêtait.
Parce que, bon, je dis, mais on y est, on y est. Le Mali a ouvert une brèche. Est-ce que les Burkinabés et puis les Nigériens vont s'engouffrer? Je n'en sais rien. Mais j'avais dit à l'époque, il faut que tout. Aujourd'hui, celui qui boit son petit lait, c'est Yagali. Il est encore le grand, ce parrain-là, le parrain du GSIM là. Il est là, il ne dit rien, mais il tire les ficelles. C'est le grand marionnettiste. Donc aujourd'hui, on a ouvert une brèche. Vous avez dit c'est une tradition, effectivement, même sous ATT. Donc aujourd'hui, on a ouvert une brèche. Est-ce que le Burkinabé? Et j'avais dit, on négocie. Les gens ont dit non, il n'est pas question. Tout est question, qu'est-ce qu'on met sur la table? Est-ce qu'on est prêt à, jusqu'où on est prêt à aller pour vraiment négocier et puis avoir la paix? Parce que ça, c'est des otages. Mais la paix aussi, on peut la négocier pour qu'on ne soit plus agressé. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va mettre sur la table? Donc, c'est ce que j'avais dit. Non, naturellement, c'est important parce que nous aussi, nous partons pour des échéances électorales. Et il y a aussi la question de ces 700 prisonniers qu'il a dit. Maintenant, c'est que le Burkina ici, est-ce que, bon, on n'est pas dans le secret de la justice, est-ce qu'on a des prisonniers d'une telle envergure, voilà, qui ont sémé, voilà, oui, mais c'est que généralement, il y a aussi certaines sources qui disent que la plupart de ceux qu'on détient, ce sont des Burkinabés. On ne sait pas véritablement ce qu'il y a. Voilà. Mais la question mérite vraiment d'être posée parce que ce qu'il a dit, est-ce qu'on va continuer effectivement à faire des échanges de marchandises, à libérer des gens contre de l'argent, ou bien on va être rigoureux, être ferme comme certains pays, voilà, et décider de ne pas libérer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, justement. Voilà. Si on est attaqué, parce que je vais poser la question ici, pourquoi on est attaqué? Parce que la plupart, 80% de nos attaques terroristes ne sont pas revendiquées. De temps en temps, on a le GSIM qui dit, on a Koufa qui dit que... Mais on arrive dans un marché, on tue des paysans, on arrive dans une église, on tue, mais on ne dit pas, voilà, nous tuons pour ça. Donc, il faut d'abord, on m'a dit que le gouvernement est au courant. Mais en tout cas, moi, on ne nous a jamais dit pourquoi on est attaqué. Mais si jamais un jour, par exemple, ces attaques-là, on dit, ah, nous voulons ça et ça, sauf peut-être l'intangibilité du territoire. Par exemple, si c'est le califat, voilà. Donc, il faut négocier. J'ai dit ça, on a crié Haro sur le côté, mais on attendra de voir. Non, en fait, ils ne vont jamais le dire officiellement, mais c'est comme... Je sais que c'est vous d'ailleurs qui êtes, c'est vous qui aimez le dire, la diplomatie souterraine ou officieuse. C'est la force des négociations, ou c'est vous qui trouvez des gens qui vont aller au contact avec ces terroristes pour mieux échanger. Déjà, on dit ici que la négociation n'est pas possible. D'autres ont dit qu'il faut être en position de force avant de parler des négociations, parce que là, au moins, on sait que on tient quelque chose et on dit cela. Oui, mais maintenant, est-ce que la forme parler de négociations passe dans le milieu peut-être politique burkinabé? Est-ce que dans le milieu gouvernemental, est-ce que ça passe? Si ça passe, qui sont ces fils rouges? Ce milieu politique-là, si la réalité impose, ils sont obligés de se plier. Mais une chose est sûre, les Maliens n'étaient pas... Une chose est sûre, ça va continuer ces négociations parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont assis sur ça. À l'époque, Blaise avait commencé à construire sa réputation sur sa maîtrise du désert pour les libérations des terroristes, parce que d'aucuns disaient qu'en plus d'être facilitateur dans les crises des pays de la sous-région, il était devenu l'un des meilleurs aussi qui maîtrisait le désert, qui libérait des terroristes, parce que vous le réussissez sur le plan diplomatique, vous avez une assise qui est là, une réputation qui se construit, mais sur le plan humanitaire également, vous vous dites que vous avez sauvé des gens aussi. Donc aujourd'hui, ça va se continuer, parce qu'on a cité le cas des ATT, des IBK, on parle des Bandao aujourd'hui, le président de la transition, mais quand vous regardez à la France aussi, les 10 dernières années, chaque président français a eu à manœuvrer pour libérer des otages. C'est le cas de Sarkozy qui en a fait, le cas de François Hollande, il en a fait, Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est pas étonnant, il en fait également. Ça veut dire que les 10 dernières années, chaque président ou chaque pays a construit quand même une base sur laquelle il faut passer aussi pour développer cette diplomatie-là pour arriver à libérer des otages. Il s'en félicite de ne pas avoir un otage aujourd'hui. Vous avez écouté aussi la France dit que en même c'est un jeu de dupes, quoi, c'est un poker menteur, mais la France aussi dit que en même temps on a libéré ces 200 terroristes, mais la France va continuer à combattre. Donc vous voyez, toujours été comme ça, c'est un langage, on tient un langage de guerrier au lendemain même de la libération, on dit on vous aide, peut-être on va combattre. Donc vous voyez que c'est un peu juste le troisième sujet, il ne nous reste pas beaucoup de temps, 15 minutes en gros pour
l'aborder. La Guinée, avec l'élection présidentielle prévue la semaine prochaine, notamment le 18 octobre. Et on a 12 candidats pour succéder en fait 11 pour succéder à Alpha Condé, qui est lui-même candidat à sa propre succession. Et si tout indique bien, l'élection se tiendra à bonne date. Oui, on a écouté les deux. Il y en a 12, mais en réalité, il y a deux principaux candidats. C'est le président sortant, Alpha Condé, et puis le président de l'UFDG, et Cellou Dalein Diallo. On a écouté les deux, puisque les autres du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, ils vont boycotter les Sidia, les Laoseni, FAL, et puis voilà, et eux, ils vont boycotter. Donc, bon, quel est le paysage avant bataille? Je ne sais pas, mais je pense que c'est un remake. C'est un remake parce que entre ces deux-là, comme je dis, c'est une bataille qui date depuis quand même, ça fait la troisième qu'ils s'affrontent. Et là-bas, le vote communautaire n'est pas une vue de l'esprit. Et vous avez aussi les fiefs là-bas. Les fiefs là-bas, si vous prenez... regardez la carte, je me suis amusé à regarder un peu la carte électorale de la Guinée. Si vous voyez, vous avez par exemple la Haute-Guinée au Conakry qui est le fief de Condé. Et vous avez un peu la Moyenne Guinée qui est l'abbé, le Fouta Diallo, qui est un peu le fief de Cellou Diallo. Oui, c'est Cellou Dalein Diallo. Oui. Et vous avez Zéro Corée, la Guinée forestière, qui est, quoi qu'on dise, l'ancien président qui est là, Dadis, qui garde une main sur cette Guinée forestière-là. Donc là-bas, chacun vote pour son fils. Mais il y a aussi le vote au repoussoir, pour qui vont voter, par exemple, les gens qui ont refusé d'aller au vote. Par exemple, les Sidia Touré, lui, il est un peu, il y a Conakry, il y a Bokeh, il y a Kindia, il est un peu partout. Pour qui vont voter ces gars qui refusent d'aller aux élections? Moi, je retiens que Alpha Condé a un peu forcé la main et pour le moment, il sort gagnant parce que les opposants ont tablé sur ce que j'appelle un impeachment calendaire. Ils ont tout fait pour qu'on reporte ou qu'on annule même les élections. Une sorte d'impeachment calendaire, c'est-à-dire impeachment, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient même pas que l'élection ait lieu ou qu'on la repousse. Ils ont échoué là-bas et encore, ils ont été fragilisés par la défection de Cellou Dalein Diallo parce qu'ils avaient dit pas question d'aller aux élections. On a vu que Cellou est allé. Mais Cellou sait pourquoi il a rejoint parce que lui-même il a eu à pratiquer et ça avec le même Alpha. En 2001, sous Lassana Conté, à ce moment on avait un opposant qui s'appelait Alpha Condé et Alpha Condé avait décréter le boycott du référendum qui avait été décrété par Alpha Condé. Lassana Conté. Mais finalement, Lassana Conté a forcé et il a été élu à 94%, c'était en 2001. Mais qui était aux côtés de Lassana Conté en ce moment, devinez, c'était Cellou Dalein Diallo, un jeune technocrate qui fut appelé à un bel avenir parce qu'il fut Premier ministre. Donc, la politique de la chaise vide, Cellou Dalein la connaît. Elle sait qu'elle est inopérante. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir vraiment enfin étancher sa soif inextinguible là, parce qu'il veut en découdre avec Alpha? C'est pratiquement un ennemi politique, pour ne pas dire un ennemi tout courant entre les deux, une inimitié vraiment. C'est l'eau et le feu entre Cellou et puis Alpha Condé. C'est des ennemis millénaires éternels. Bon, on verra le 18 qui va vraiment gagner et que, on espère qu'il n'y aura pas vraiment encore le cycle élection-violence qui en cours tout le temps en Guinée. Oui, Albert, est-ce que peut-être pour le cas de la Guinée, il faut rêver à un scénario à la Wade, un peu comme au Sénégal? Non, ça va m'étonner beaucoup.
parce que je pense que celui d'Allen n'est pas au mieux de sa forme que la dernière élection, où il était vraiment très populaire, et puis il a tenu la rue longtemps, parce que vous vous rappelez que c'est devenu comme une tradition, tous les jeudis à Conakry, c'était des manifestations avec son lot de blessés et de morts d'ailleurs. Oui, après ça, tout a commencé avec le boycott des élections législatives et référendaires. En fait, c'est ça aussi, il ne faut pas laisser vide. Parce qu'à partir du moment où il n'a pas participé aux élections législatives et référendaires, il avait perdu son poste de député et puis il est resté un peu en marge maintenant comme un truc, alors que c'est la politique, il faut être sur le terrain permanemment. Alors, là encore, jusqu'à quelques jours, pour ne même pas dire des élections, il était encore dubitatif. Est-ce qu'il faut être candidat ou il ne faut pas l'être? C'est in extremis qu'il a annoncé sa candidature et vous avez vu que tout de suite il a été éjecté du Front National qui luttait contre la modification de cette constitution, le prochain mandat de Alpha Condé. Donc ça veut dire psychologiquement il n'était pas forcément préparé parce qu'à 2 mois il n'était même pas encore, à 2 mois de la présidentielle il n'était même pas encore décidé s'il faut l'être ou s'il ne le faut pas, et il tombe dedans comme ça à quelques jours. Donc moi je pense qu'il participe à une élection. Comme Dieudonné l'a dit, est-ce qu'ils n'ont pas joué avec le temps et finalement pas forcément jouer avec le temps? Souvent, c'est ça que j'ai dit le plus souvent. C'est sa 3e participation aux élections présidentielles de façon consécutive. Il faut être endurant politiquement pour y arriver, en termes de moyens financiers, en termes également des ressources humaines et en termes aussi de physiquement il faut tenir. Donc il vient une troisième fois à ces élections-là face à Alpha Condé. Je me dis peut-être que à la limite, même s'il perd, il trouve un compromis avec Alpha Condé pour essayer de passer ses vieux jours, s'il peut encore être candidat encore en 2025. Mais je le vois. Qui vous dit qu'Alpha Condé va partir? Non, pour moi aujourd'hui, je vois Alpha Condé le grand favori. Ça veut dire que s'il a forcé les choses pour être candidat pour un 3e mandat, parce que personne n'imaginait qu'un 3e mandat de Alpha Condé allait passer aujourd'hui comme ça, relativement moins de violence. Et donc, il est arrivé, jusqu'à ce jour, je vois un peu, vraiment ça va être la surprise si celui d'Alain Diallo arrivait. Mais à défaut, s'il perd, peut-être il peut trouver un compromis avec Alpha Condé, peut-être être un premier ministre quelque part, ou bien qu'on lui propose peut-être éventuellement un poste de président à l'Assemblée nationale pour que lui aussi puisse... Parce que c'est là aussi, parce qu'Alpha, il parle beaucoup, on sent que c'est quelqu'un qui agresse verbalement, mais on sent aussi que c'est l'homme qui facilement accepte des compromis, qui accepte aussi des compromis. Mais il est violent dans le langage parce que ça ne sert pas de répéter. Dieudonné l'a dit, c'est un pays où c'est le vote communautaire qui marche plus, c'est ethnique. Et quand il allait lancer sa campagne à Kankan, la plus grande région électorale d'ailleurs, il a si bien dit, si vous votez quelqu'un autre que moi, c'est que vous avez voté le PUL, celui d'Alain Diallo. C'est-à-dire il attaque directement le Fouta Diallo. Donc le vote communautaire, il est clair. Et donc, ici, ils ne s'amusent pas, où on dit qu'il faut éviter d'avoir un langage incendiaire, il faut aller à une élection apaisée, il faut signer des pactes de bonne conduite comme on voit au Burkina ici. Ce n'est pas le cas, c'est libre. Oui, Xavier. Je pense avec les autres qu'effectivement le temps l'a affaibli. Je vais parler de celui d'Alain Diallo par rapport à Alpha Condé. C'est les 2 favoris d'ailleurs de ces élections. Mais moi, je pose la question, qu'est-ce que Alpha Condé va faire de ce 3e mandat? Voilà, c'est un peu gênant de mon point de vue parce qu'il a forcé la main. On a vu tous les tueries qui ont eu lieu d'abord pour les élections précédentes et puis les élections pour le référendum. On a vu ce que les Guinéens ont souffert dans la sous-région. On voit aussi ce que ça vaut un 3e mandat. Je me demande ce que Alpha Condé va peser dans son pays et aussi dans la sous-région. Qu'est-ce qu'il va finalement faire de ce 3e mandat? Et il est affaibli, il est vieux. On n'est pas dans la tête des Alpha pour le savoir. Justement, c'est important parce que ils l'ont dit, Céline Diallo a été affaibli avec le temps, avec tout ce que on a eu, parce que il y a eu une coalition qui l'a plus ou moins abandonné parce qu'ils ont refusé d'aller à ces élections, ils n'ont pas soutenu. C'est un poids effectivement qu'ils traînent et moi je ne vois pas beaucoup d'enjeux dans ces élections. C'est sûr que Alpha Condé va passer. Oui, bon, c'est vrai que Alpha, c'est quoi? C'est un octogénaire, il a 81 ans. Et bon, c'est le drame de nos pays, même en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les vieux loups, ils ne veulent pas quitter la scène. Bon, et c'est vraiment un drame que vit la Guinée et autres. C'est pas le seul pays. Bon.
est-ce qu'il va peut-être se faire élire, écouter son mandat et puis donner un vice-président ou quoi? Bon, nul n'est dans le cortex de Alpha Condé, on ne sait pas. Mais c'est vrai que l'âge du capitaine gêne aux entournures parce qu'à 81 ans, bon, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire, que vous n'avez pu faire lors de ces 10 années au palais de Sékou Touréa? On ne sait pas. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Mais je pense qu'il faut que tôt ou tard, de toute façon, ils laissent la place. Parce que là, si la logique politique ne les force pas, la logique biologique les forcera. Parce que le temps c'est vraiment... la nature se fera son œuvre. Donc, voilà. Aucun président n'a réalisé cela. Voilà, bon, peut-être que c'est vrai, bon, peut-être que... Mais, bon, on verra, mais à 81 ans, c'est vrai que je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il a d'autres bains. Je pense qu'il aurait dû passer la main. Mais à qui aussi? Parce que la scène aussi est occupée par les mêmes. C'est les mêmes, ses adversaires, c'est les mêmes, et tous ont été des premiers ministres. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas, et il sait que c'est des adversaires. Je ne suis pas sûr que s'ils accèdent au pouvoir, ils vont le laisser tranquille. Donc il y a tout ça, Or c'est le même, il y a 40 ans qui disaient que les présidents qui durent au pouvoir, il faut leur voter une amnistie, leur donner tout pour qu'ils partent. Il avait dit ça. Oui. Bon, voilà que lui-même, il est arrivé. C'est ça qu'on n'a pas compris. Et une présidence à vie. Tu as parlé du capitaine tout de suite. Oui. On dit que c'est le terrain qui commande la manœuvre. Donc, il est arrivé. Il a compris que non, il faut peut-être une position aussi forte devant pour exiger que sa parole puisse être respectée. Parce que là, aujourd'hui, c'est la force de l'opposant qui est en face qui va changer les choses. Si l'opposant qui est en face était quelque part retranché et il attend la dernière minute pour venir dire qu'il est candidat, vous voyez qu'il y a un problème. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est un peu aussi dans d'autres pays comme le Cameroun où on voit souvent une opposition. Parfois, on se dit que ça va, Paul Biya va partir, mais après, on voit que les choses tombent. Donc, moi, je me dis, le problème, ce n'est pas celui qui est au pouvoir. C'est ceux qui sont en face, qui cherchent le pouvoir, là, qui doivent mettre le paquet, le bouchon. C'est pas le pouvoir qui est fort, c'est l'opposition qui est faible. Et c'est ce qui est arrivé au Mali, où on a vu, par exemple, une troisième voie qui est sortie avec Mamoudou Dicko. Qui sort un Mamoudou Dicko parce qu'on a vu une opposition qui n'existait pratiquement plus après la tête même de l'opposant principal se retrouve quelque part dans le Sahara là-bas entre les mains de certaines personnes qu'on ne connaît pas. Le pouvoir est là, il y a eu un vide. Donc quand il y a le vide, ceux qui sont au pouvoir profitent bien. C'est le même cas que la Côte d'Ivoire, on va voir, parce qu'on l'a toujours dit. Aujourd'hui, vous voyez l'opposition qui fait des meetings, mais on peine d'ailleurs à remplir un stade. La Côte d'Ivoire, on va en parler. Tout à fait. Donc, ça peut dire que, est-ce qu'il y a l'opposition qu'il faut en face du candidat ou de celui qui est au pouvoir? C'est la question. On aura l'occasion de revenir sur ça. Parce que Alpha Condé connaît, c'est quand même, vous avez dit 80 ans, il connaît quand même presque tous ceux qui se réclament de pouvoir aujourd'hui. C'est le statut même de l'opposition qui est clairement posé comme problématique. Tout à fait. Merci à tous les trois d'être venus pour ce débat. Merci à Albert Nagrego de Libre Info. Merci à Dieudonné Zungrana et à Xavier Belemiégré. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. À la semaine prochaine pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.